propose, c'est un peu dans une approche d'épistémologie historique, de revenir sur les notions de concept de simplicité et de complexité en philosophie moderne, et de voir comment cette conceptualisation de la simplicité et de la complexité peut éclairer la biologie donc, historiquement et épistémologiquement. Pour ce faire, je me concentrerai exclusivement sur le cas particulier de la naturalisation de la monade leibnizienne et sur l'influence que cette naturalisation a eue dans le contexte d'émergence de la théorie cellulaire dans les années 1830. Je tiens à préciser que ce que je vous présente est vraiment en l'état un travail en cours d'élaboration, donc ça risque parfois d'être un peu abstrait, et surtout j'avais souci de me concentrer en vue du colloque sur la notion de complexité et de simplicité. Mon objectif aujourd'hui, ça sera de montrer que le concept de monade et la notion de simplicité qu'il convoque ont établi une dynamique assez fructueuse pour penser l'entité vivante fondamentale à travers donc, ce prisme simple, complexe. Pour introduire à cela, je voudrais commencer en prenant un exemple de ce rapprochement entre monade et cellule chez un naturaliste français, Jean-Pierre François Turpin, dans son article de 1827, donc, intitulé « Observations sur quelques végétaux microscopiques et sur le rôle important que leurs analogues jouent dans la formation et l'accroissement des tissus cellulaires », sur lequel il met en guise d'épigraphe donc la variété dans l'unité, Leibniz. Ici, cette épigraphe lie explicitement donc la théorie cellulaire globuliste de Turpin aux thèses monadologiques de Leibniz relatives à la perception. Et elle peut être assez étonnante de prime abord, puisque donc, le propos leibnizien, sans surprise, est métaphysique, là où celui de Turpin est biologique. Cette épigraphe montre que, donc, pour Turpin lui-même, faire référence à Leibniz dans ce contexte a du sens, et elle témoigne donc de la réinterprétation naturaliste dont a fait l'objet les idées de Leibniz assez rapidement après sa mort. Donc même si cette épigraphe peut tenir lieu de l'anecdote ici, elle témoigne du contexte d'émergence de la théorie cellulaire dans les années 1830, et elle rappelle que la cellule n'est pas seulement le résultat d'une découverte empirique sous le microscope, mais qu'elle est aussi le résultat d'une tradition métaphysique et spéculative qui a travaillé les mentalités de longue date. Le propos métaphysique s'est donc peu à peu mué en une biologie spéculative qui a intensément travaillé une conception biologique fondée sur l'observation et l'expérimentation. Aujourd'hui, notre argument sera en 3 moments. D'abord, revenir sur le fait que Leibniz définit les monades comme des substances simples. Après étude de cette définition canonique de la monade, nous verrons que la conceptualité qui en résulte crée une dialectique de simplicité riche d'une complexité intrinsèque, c'est-à-dire une dialectique du simple composée d'une pluralité irréductible. Cette complexité intrinsèque de l'entité simple fait de cette entité un espèce de cœur protectif, un noyau d'activité avec une espèce d'impetus fondamental, pour reprendre un peu l'idée leibnizienne. C'est cette dialectique donc dynamique que l'on retrouve comme grille interprétative ensuite assez fertile dans l'histoire de la structure biologique vivante, dans la naturalisation de la monade. Donc on s'arrêtera sur quelques réinterprétations monadiques de la monade et on regardera comment cet arrière-plan conceptuel, métaphysique et spéculatif a fait partie du cadre d'émergence de la cellule comme entité vivante fondamentale et simple. Dans sa philosophie de la maturité, l'objectif pour Leibniz est de justifier ontologiquement le monde. Parce que pour que les choses physiques et matérielles ne soient pas simplement des espèces de phénomènes évanescents, il s'agit de leur trouver un soubassement métaphysique substantiel qui assure qu'on est bien face à des choses concrètes, existantes, qui sont. C'est dans cette recherche d'un fondement ontologique que le concept de monade trouve sa place. Pour Leibniz, donc le raisonnement est assez simple. Nous constatons empiriquement qu'il y a des composés, voilà, on les voit, mais il faut que ces composés soient, qu'ils existent pleinement, qu'ils soient concrets.
Et pour qu'il soit concret, il faut donc nécessairement postuler et affirmer l'existence de substances simples qui donnent aux composés leur substantialité. Et ces substances simples sont désignées comme des monades. Je cite juste la célèbre formule de la monadologie: il faut, et j'insiste sur le faut, qu'il y ait des substances simples puisqu'il y a des composés. Les monades sont donc avant tout définies comme des substances simples, c'est-à-dire comme des substances qui ont comme premier critère définitionnel la simplicité. Pour rappel, la monadologie commençait en énonçant que la monade, dont nous parlerons ici, n'est autre chose qu'une substance simple, c'est-à-dire sans partie. En définissant donc la simplicité par le fait d'être sans partie, Leibniz instaure une hétérogénéité radicale entre les substances simples et les composés. Les monades donc, composent, informent les composés sans être pour autant partie de ceux-ci. Les composés sont donc matériels, divisibles à l'infini, là où les monades, en regard, sont des noyaux substantiels, indivisibles, immatériels, impérissables, etc. Ça on le voit dans les textes, mais on passe vite là-dessus aujourd'hui. Les substances simples de Leibniz fondent donc substantiellement les composés du monde physique. Elles sont qualifiées par le seul adjectif de simple, car ce seul adjectif contient analytiquement toutes les qualités qui assurent la substantialité. Cette définition donc, des monades est assez canonique, en tant que ce qui est sans partie, mais dans sa correspondance avec la princesse Sophie de Hanovre, Leibniz propose aussi une autre définition de la simplicité monadique, qui vient compléter la première. Votre Altesse me demande ce qu'est une substance simple. Je réponds que sa nature est d'avoir de la perception et par conséquent de représenter les choses composées. Donc ici, être simple et précisé sous un autre angle, c'est avoir de la perception. Avoir de la perception pour Leibniz est une qualité métaphysique. C'est être capable d'appréhender une multitude variée dans une seule unité. Dit autrement, c'est être capable de faire d'une espèce de diversité d'inputs une série compréhensible qui est propre à chaque monade, propre à chaque point de vue perceptif monadique. Le point de vue perceptif, donc propre à la monade, n'est pas fixe, il est au contraire mobile, car toute perception tend vers une autre perception, et cette force qui fait que chaque perception tend vers une autre, Leibniz nomme cela la perception. Donc, perception et appétition indiquent. Oui, l'appétition, c'est pas ce que j'ai dit. Perception. Ok, ouais, non, c'est l'appétition. Et donc voilà, c'est un espèce de couple conceptuel qui fonctionne toujours en duo, puisque donc les perceptions et l'appétition indiquent une espèce de puissance de changement interne à la monade, une activité intrinsèque fondamentale qui met en avant le fait que ces substances simples, ces monades, ne sont pas simples dans leur constitution. Je m'explique. La simplicité monadique n'est pas constitutivement simple, mais riche d'une complexité perceptive allant à l'infini chez Leibniz. L'idée, c'est de dire que les simples monadiques étaient simples, que si les simples monadiques étaient simples dans leur constitution, rien ne serait soumis au changement. Tout serait permanent et rien ne changerait. Or, encore une fois, on observe empiriquement que les choses changent, que les composés changent, donc leur soubassement ontologique doit aussi changer. Et comme c'est à partir de ce soubassement ontologique que tout est créé, ils doivent contenir en eux-mêmes une puissance de changement. Et cette puissance de changement est assurée par la capacité de percevoir et d'appéter. En cela, on peut dire que le simple monadique est complexe dans sa constitution. Je précise. Pourquoi le mot de complexe? Parce que, par son étymologie même, la notion de complexité est cum plexus. C'est-à-dire que différentes dynamiques s'entrelacent pour former une seule et unique unité. On prend plusieurs choses et on en fait un espèce de fuseau foisonnant, et c'est ça l'enjeu même de la complexité. Dans le cadre de l'outil, c'est ce qui est en jeu donc dans la notion de tissu perceptif monadique, où certains éléments changent, d'autres perdurent, mais où le tout forme un seul flux perceptif propre à chaque monade donnée. La simplicité monadique est donc complexe dans sa constitution, et cette constitution complexe réaffirme d'autant plus sa simplicité. Parce que, encore une fois étymologiquement, le simplex
conjugue à la fois l'idée de l'un, du même, c'est ce que contient le cime, le sémel, et l'idée du plex, du plicot, c'est-à-dire de quelque chose qu'on déroule, qu'on déplie. Il tient donc de la notion même de simplicité, étymologiquement, d'être complexe, c'est-à-dire d'être fait d'une diversité perceptive formant l'activité monadique propre à chaque monade, et cette monade, par sa simplicité, exprime son contenu perceptif au cours du temps. Les monades chez Leibniz sont donc des entités métaphysiques simples et complexes par leur constitution perceptive. Ici, la conceptualisation des monades est d'ordre strictement métaphysique. Pourtant, Leibniz articule ses considérations monadiques métaphysiques à des considérations sur le monde naturel. Comme il l'écrivait à Sophie, je recite encore une fois, et je précise la fin, je réponds que sa nature est d'avoir de la perception et, par conséquent, de représenter les composés. Ici, ça paraît rien, mais on a une première liaison entre considération métaphysique et considération sur le monde naturel, parce que avoir de la perception permet à une monade de représenter les composés sous un point de vue. Or, pour que chaque monade puisse représenter les composés, son activité perceptive doit trouver un support expressif concret pour pouvoir exprimer concrètement cette activité. Et ce support expressif concret, ce sont les corps organiques. En tant qu'entité métaphysique inétendue, et donc physiquement non localisée, la monade doit donc être liée à un corps pour se réaliser effectivement, de facto. Leibniz l'écrit par exemple à l'écrivain Pierre Desmézeaux, je cite, c'est la troisième ligne, « Chaque âme ou monade est toujours accompagnée d'un corps organique ». Et cet ensemble d'une monade et d'un corps organique constitue une substance composée. Leibniz écrit ainsi donc au mathématicien Pierre-Raymond de Montmort, quatrième partie, une véritable substance, telle qu'un animal, est composée d'une âme immatérielle et d'un corps organique. Ici donc, on peut appuyer sur l'emploi de l'adjectif véritable. La véritable substance, c'est l'animal. La véritable substance, c'est celle qui tient à la fois la monade et son corps organique, c'est la substance composée. C'est-à-dire que la substantialité vient du simple, vient de la monade, mais la véritable substance, c'est-à-dire la substance vraie, réelle, comprend aussi les corps organiques. Donc chez Leibniz, ce qui est de l'ordre du métaphysique est clairement et strictement distingué de ce qui est de l'ordre du physique. D'un côté, il y a les simples, de l'autre, il y a les composés. D'un côté, il y a ce qu'on pourrait dire de l'ordre du spirituel, de l'autre côté, il y a de l'ordre corporel. Donc vraiment, métaphysique et épistémologie sont clairement distingués. Il n'en reste pas moins que ces deux domaines sont rapprochés et même fortement connectés, on vient de le voir. En ce que les substances composées sont faites de substances simples et de corps, cette dialectique donc, de la simplicité complexe des monades peut aussi s'appliquer au corps organique, et en cela devenir un outil de lecture à la fois métaphysique et biologique. Je le répète, mais c'est vraiment pour les leibniziens, la simplicité reste seulement affaire de métaphysique, et l'ordre des corps reste distingué de l'ordre des monades dans l'idée d'harmonie préétablie. Mais en liant ainsi corps organique et monade dans un souci finalement de rencontre du réel tel qu'il est, il n'y a qu'un pas pour mieux comprendre Leibniz et pour physicaliser et naturaliser les monades et leur simplicité. Or, c'est ce pas qui est franchi assez rapidement après la mort de Leibniz. En effet, du vivant de Leibniz, la théodicée mise à part, Leibniz n'a publié que quelques textes dans des revues savantes assez parsemées. Donc, si à l'époque plusieurs idées générales circulent sur Leibniz, il n'y a que peu de textes pour fonder ces idées. En ce sens, donc, quand Christian Wolff utilise Leibniz pour développer ses propres idées, il devient vite considéré comme le penseur qui a unifié et explicité la pensée du maître leibnizien. Dit autrement, alors que Wolff propose des idées assez différentes de Leibniz, sa pensée est souvent perçue comme une répétition plutôt qu'une innovation leibnizienne, à tel point que l'expression de philosophie leibniziano-wolffienne apparaît rapidement. Par conséquent, donc, quand les différentes controverses voient le jour au fur et à mesure des différentes publications des œuvres de Leibniz, c'est plus souvent Wolff que Leibniz lui-même qui est visé.
C'est le cas notamment du procès que Kant fera dans son tournant critique aux monades leibniziennes, on reviendra rapidement dessus. En effet, donc, même si Wolff ne reprend jamais le mot de monade en tant que tel, il développe l'idée d'éléments. Et ces éléments sont des simples au fondement des composés. D'ailleurs, il établit l'existence de ces éléments en disant que s'il y a des composés, il doit y avoir des simples. Et il déclare que ces simples sont sans partie, immatériels, indivisibles et doués d'une force active intrinsèque. Bref, à la différence notable avec Leibniz on n'a aucun vocabulaire aiguillé de la perception, toutes les caractéristiques qu'il donne aux éléments rappellent beaucoup les monades leibniziennes, sans se confondre avec, bien sûr. Or, donc, les éléments de Wolff ont une particularité, c'est qu'ils présentent une certaine difficulté de composition. Car, quoiqu'ils sont clairement dits comme inétendus, ils peuvent s'agréger en corpuscules et former des composés étendus. Donc, dans l'élément de Wolff, il y a une tension interne problématique entre l'héritage de la simplicité monadique et la conception d'une simplicité comme un simple processus additif de parties composant les corps. C'est ce problème, en fait, cette tension interne à la notion d'élément, qui est retravaillée par Kant. Dans sa période précritique, d'abord, il essaye de résoudre cette tension, puis il la récuse complètement dans sa période critique. C'est tout autant, là l'élément de Wolff que la monade de Leibniz qui est repoussée. Mais on peut noter que quand il étudie donc, la monade, elle est directement entendue comme une entité physicalisée, naturalisée. Là où Kant rejette les monades, on peut remarquer qu'à la même époque, le naturaliste Charles Bonnet, par exemple, intègre les schèmes leibniziens à sa recherche sur le vivant et il fait des monades, des sortes de mixtes entre âme et corps organique. Et il considère que ces monades sont les derniers composants, les composants ultimes des corps organiques qui, eux, sont présentés comme plus complexes. Dans ce cas-là aussi, la monade est naturalisée et elle est même directement liée à des préoccupations sur le vivant. Après Kant et son rejet des monades, ces dernières, dans leur version naturalisée, vont connaître une forte recrudescence conceptuelle, notamment dans la philosophie romantique allemande, et en plus particulièrement dans la natophilosophie de jeunesse que développe Schelling. Là, Leibniz est lu par Schelling, encore une fois biaisé de manière naturalisée, comme un illusoïsme dans un prisme spinoziste. Et cette lecture sert à Schelling pour réconcilier entendement et sensibilité qui ont été séparés par Kant. Plus précisément, dans la nouvelle vision ontologique que Schelling nous propose, il fait des monades les entités au fondement du réel et dont encore une fois l'activité inhérente produit la dynamique du réel. Les composés, eux, sont perçus comme les formes concrètes qui structurent cette espèce d'activité tout azimut des monades. En s'inspirant de Leibniz, Schelling fait donc des monades le support des composés et ainsi rend actuel, concret les composés. Et inversement, les composés donnent forme et donnent une structure aux monades et à leur activité tout azimut fondamentale. Dans la même ligne que Leibniz aussi, le raisonnement Schelling est de dire que puisqu'il y a des composés, il doit y avoir des simples, donc que ces simples doivent être immatériels, indivisibles et doués d'un principe intensif. On retrouve toujours cette espèce de lien conceptuel. Encore une fois, même si là les monades sont incorporelles, elles restent naturalisées car elles sont au fondement de la nature et des corps organiques. Bref, au début du XIXe siècle, donc, le contenu conceptuel de la monade varie considérablement d'un auteur à l'autre. Et parmi les réinterprétations et les mésinterprétations leibniziennes, plusieurs auteurs naturalisent la monade en l'insérant dans des schèmes explicatifs de la nature physique et organique. Dans ce nouveau cadre, finalement,
la monade est toujours caractérisée comme une entité simple, mais ce que recoupe cette simplicité a partiellement changé. De manière générale, dans ces différentes interprétations, la monade constitue toujours une entité simple avec un fondement complexe puisqu'elle est dotée d'une force active intrinsèque qu'il s'agirait de définir davantage. Ce que recoupe cette force intrinsèque donc n'est pas identique d'un auteur à l'autre, mais permet de postuler un impetus fondamental, une activité créatrice finalement au fondement des monades, et qui les font considérer en fait comme des entités avec une puissance productive. Cette première acception de la simplicité riche de complexité, quoique différente du cadre leibnizien, apparaît clairement dans la même veine. Mais en tant qu'entité simple, naturalisée, la monade devient aussi un composant physique du composé. Donc là qu'elle est naturalisée, la monade devient une brique du monde vivant, physique. Ici, donc, sa simplicité prend un sens compositionnel, où les simples peuvent s'additionner les uns aux autres et créer des entités plus complexes par leur composition. Cette nouvelle acception de la simplicité et de la complexification progressive des êtres qui en résultent fonctionne parfois avec une approche du vivant, utiliser l'idée de la chaîne des êtres qui classe les organismes du plus simple au plus complexe compositionnellement parlant. C'est le cas notamment chez Bonnet. Dans cette naturalisation de la monade, l'entité simple s'entend donc dans une approche intensive et aussi dans une approche compositionnelle. Oui, je vais juste en dire un mot. Une articulation assez... Enfin, c'est pas pour autant... Enfin, on peut distinguer ces deux approches, mais c'est pas pour autant qu'elles sont contradictoires l'une avec l'autre. Et une articulation assez aboutie de ces deux acceptions se retrouve chez Hawken, qui est un philosophe et scientifique romantique particulièrement marqué par la natophilosophie du jeune Schelling. Donc, il utilise les méthodes de Schelling et se donne pour objectif de fournir une classification des êtres vivants, non pas seulement utile et efficace, mais qui justifie ontologiquement la place de chaque être dans le monde. Grand programme. Or, pour justifier cette classification, il fonde ses pensées d'abord mathématiquement. Et le premier principe qu'il utilise, c'est un espèce de zéro fondamental, c'est très très spéculatif comme pensée. Ce zéro représente une entité en fait, qui n'est en soi rien et qui pourtant a une puissance de production totale. Donc finalement, en tant qu'entité indivisible, sans nombre, sans singularité et hors du temps et de l'espace, le zéro que postule Hawken est parfois assimilé à la notion de monade par l'auteur lui-même, c'est-à-dire l'idée selon laquelle en fait on a une entité simple qui ne contient rien en soi et qui pourtant a une capacité pour faire émerger tout. À partir de ce principe fondamental, il pose un second principe, cette fois ontologique, l'éternel, qui marche selon les mêmes modalités, à savoir donc une entité fondamentale qui en soi n'est rien, un espèce de anything, voilà, une ouverture à tout et en même temps un rien en soi. Cette notion d'éternel est aussi rapprochée de la notion de monade. Et enfin, dans le monde vivant, Hawken pluralise la notion de monade en parlant d'infusoires, les infusoires étant considérés comme des êtres vivants, des briques en fait, à la fois des êtres vivants autonomes et en même temps des briques de vivants qui peuvent se combiner et créer des êtres vivants plus complexes. Bref, en tant qu'entité mathématique, ontologique et biologique fondamentale, le concept de monade chez Haeckel recoupe une entité simple, riche de complexité, c'est-à-dire une entité fondamentale, autonome, qui contient une force interne lui permettant de réaliser des potentialités plurielles. Mais une fois que cette entité a été instanciée dans une potentialité précise, le concept de monade désigne des unités capables de s'additionner et de se combiner, comme les nombres issus du zéro ou les infusoires entre eux pour former des corps plus complexes. Donc chez Hawken, les monades sont à la base de la classification, de l'échelle de la nature aussi, car il classe aussi les êtres des plus simples aux plus complexes. Bien sûr, un tel propos est hautement spéculatif, pourtant Hawken avait vraiment souci d'intégrer aussi d'autres approches clairement empiriques. Notamment, il cite Otto Friedrich Müller, un naturaliste danois qui a fait des classifications en s'inspirant de Linné.
Or, pourquoi est-ce qu'il cite Otto Friedrich Müller? Parce que c'est le premier à avoir intégré dans ses classifications l'idée de monade. Et il désigne par ce terme les infusoires les plus simples, finalement, des espèces de petits verres punctiformes, quasiment invisibles car transparents. Bref, c'est voilà, une espèce seulement de substance gélatineuse plasmatique fondamentale. On peut noter donc que la démarche de Müller, contrairement à Hawken, est clairement et seulement observationnelle. Il ne se risque quasiment jamais à des considérations théoriques générales, mais quand il le fait, très rarement, il se repose énormément sur Charles Bonnet, sur sa méthode et sur sa conception de l'échelle de la nature. Or, on l'a dit, les considérations de Charles Bonnet sont extrêmement influencées par Leibniz. Donc il ne s'agit pas du tout d'inclure directement Otto Friedrich Müller dans ce panorama monadique, mais tout du moins de se poser la question de savoir dans quelle mesure l'attribution du mot monade au genre des organismes les plus simples a été dictée ou non par Bonnet. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'avec cette série d'exemples, qui est loin d'être complète, j'espère avoir montré que durant un siècle et demi finalement, deux champs conceptuels se sont noués autour de la notion de monade et de la simplicité inhérente à ce concept. Ce qui fait que dans la première moitié du XIXe siècle, le mot de monade peut désigner une entité métaphysique, un être vivant, une entité ontologique, une entité épistémique, bref, ça désigne plein de choses. Et ces différents sens se coulent tous dans l'expression générale d'entité simple, ce qui n'aide pas à distinguer les différentes acceptions. Or, la simplicité inhérente à ce concept de monade s'appréhende aussi tout autant dans une dimension intensive que dans une dimension compositionnelle. Et elle permet donc de jouer entre la notion d'une simplicité qui peut tenir lieu d'unité qu'on additionne les unes aux autres, ou de simplicité comme tout autonome qui marche en lui-même, un peu l'idée, la différence de l'anglais entre the unit et the unity. Clairement, donc, au début du XIXe siècle, on a un flou conceptuel autour de la notion de monade et de la simplicité qui va avec ce concept. C'est ce que montre exactement l'exemple de Turpin qu'on a cité au tout début. Outre tous les auteurs qu'on a vus, donc qui entendent par ce terme différentes choses, les différents sens peuvent parfois se conjuguer. Cette diversité des acceptions et la possibilité de les combiner constitue un problème pour les approches empiriques et ou réductionnistes qui n'ont aucune vocation ontologique. Voilà. En contexte allemand en particulier, la natophilosophie côtoie des démarches beaucoup plus réductionnistes et les échanges entre ces différentes manières de faire de la science sont nombreux, quand bien même les démarches strictement empiriques rejettent ostensiblement les démarches empiriques. J'ai un peu zappé ça. En ce sens, donc, Stefan Schmidt résume cette idée en disant qu'en réalité, il n'y a pas de frontière bien définie entre la pratique scientifique des naturphilosophes et celle des savants plus fidèles à la tradition cartésienne ou newtonienne. Et il précise aussi que non seulement les courants de la naturphilosophie ne sont pas très faciles à distinguer les uns des autres, mais même des auteurs qui souhaitaient vivement s'en débarquer, comme Schleiden, lui empruntèrent un certain nombre de thèmes, au titre desquels l'unité de la nature, la relation entre microcosme, macrocosme, etc. C'est donc dans un contexte intellectuel, certes conceptuellement flou, mais riche et varié, qu'émergent des conditions favorables à l'élaboration de la théorie cellulaire. En effet, dans un contexte où les théories globulistes, en particulier, cherchent à cerner l'unité et l'originalité du vivant par rapport au non-vivant, la problématique est assez commune à l'époque. Schwann apparaît quand même comme un penseur assez original. C'est d'ailleurs notamment pour ça qu'on le retient avec Schleiden comme le fondateur du premier axiome de la théorie cellulaire, suivant lequel tout vivant est issu de cellules. L'originalité de Schwann
et d'identifier un principe de développement commun à tous les êtres vivants. Je n'ai pas trouvé de traduction française, donc je propose une traduction anglaise. There is one universal principle of development for the elementary parts of organisms, however different, and that this principle is the formation of cells, the development of the proposition that there exists one general principle for the formation of all organic productions, and that this principle is the formation of cells, as well as the conclusions which may be drawn from this proposition may be comprised under the term cell theory. Voilà, c'est la première acception de l'expression théorie cellulaire. En d'autres termes, donc, Jvan montre que tous les êtres vivants viennent de cellules ou de composés cellulaires avant de se spécialiser et d'acquérir une forme spécifique. Donc, même si deux parties ont des fonctions physiologiques différentes, leur loi de développement est la même et ce développement passe par une forme cellulaire. Dit autrement, pour Jvan, la cellule est moins une structure morphologique spécifique qu'une étape physiologique développementale nécessaire. En tant que loi, donc, la cellule s'incarne dans différentes morphologies, ensuite, et différentes fonctions. Or, une telle acception jvanienne de la cellule n'est pas complètement étrangère aux pensées romantiques, puisqu'elle partage avec elle l'idée selon laquelle la recherche d'une unité dans le monde organique est nécessaire. Elle partage aussi avec elle l'idée d'une unité de composition, d'une unité de développement entre les mondes animaux et végétaux. Elle partage aussi avec elle l'interrogation des relations entre simplicité et complexité dans une approche compositionnelle et une approche développementale. Suivant les mêmes schèmes que ceux de la monade entendue comme être vivant, je prends une exception là, la cellule peut aussi être vue comme ayant une double identité en tant que partie simple d'un tout organique au sens de unit et en tant que partie douée d'une certaine autonomie au sens de unity d'autre part. Bref, on retrouve cette conceptualité qu'on avait dans la monade biologique. Plus généralement, en tant que base et prérequis du monde vivant, la cellule telle qu'elle est conceptualisée par Jvan partage des traits avec la monade biologique. D'ailleurs, le professeur de Jvan, Johannes Müller, rapproche les cellules de Jvan aux monades, entendues au sens de biologique. Je le cite, je dois faire expressément remarquer que j'entends ici par monade, non des atomes, mais les parties primitives organisées et périssables, dont tous les tissus organiques sont originairement composés, d'après l'importante découverte de Jvan. Donc pour Johannes Müller, les monades sont les parties primitives qui composent les tissus organiques. Donc monade de Jvan égale cellule de Jvan égale monade. Or, un tel rapprochement frontal reste délicat, car Müller parle d'une acception de la monade en particulier, la monade au sens biologique, qui se distingue donc de la monade au sens métaphysique ou spéculatif. Et de surcroît, parmi les acceptions de la monade comme entité biologique, Müller parle d'une acception très précise, celle de partie simple d'un tout plus complexe. Il ne parle pas là, par exemple, d'être vivant autonome, simple. Et surtout, du point de vue de la monade comme entité simple, la cellule conserve le sens compositionnel de la simplicité, donc le simple qui compose le complexe. Et il modifie complètement le sens intensif qu'on a précédemment vu, car d'une simplicité intensive douée d'une complexité interne créative propre au vivant, la simplicité douée de complexité devient une simplicité douée d'un complexe physico-chimique. Dit autrement, la plupart des contributeurs au fondement de la théorie cellulaire moderne adoptent une approche mécaniste et réductionniste qui contraste avec l'approche romantique, organiciste. L'approche romantique organiciste se fondait aussi parfois sur des forces physico-chimiques, mais pas forcément. Là où c'est beaucoup plus systématique pour les contributeurs de la théorie cellulaire. Là où la cellule prolonge donc une acception compositionnelle du simple, elle renouvelle l'acception intensive du simple en se situant dans un nouveau cadre mécaniste et réductionniste. Alors même que, on l'a vu, l'heuristique du concept de cellule tire parti du flou conceptuel entourant la monade, il s'agit dans une appréhension renouvelée du vivant, une appréhension mécaniste, matérialiste, à forte tendance réductionniste, de marquer ostensiblement une distance avec la monade et de renouveler son acception en tant qu'entité simple.
C'est par exemple pour ça que Johannes Müller, toujours dans son manuel de physiologie, distingue une acception physiologique et corporelle de la monade d'une acception métaphysique et incorporelle, où il cite notamment Herder, qui a aussi pas mal été influencé par Leibniz. Là, il s'agit vraiment de distinguer ostensiblement propos biologiques et propos métaphysiques. Et dans la même veine, un peu plus tard, il y a vraiment un texte assez marquant de ce point de vue-là, qui est un discours du physiologiste Émile Dubois-Reymond, prononcé en 1870 pour l'anniversaire de la mort de Leibniz. Et dans ce discours, il distingue les monades leibniziennes de ses descendants conceptuels naturalisés. En particulier, donc, il distingue la monade leibnizienne des monades de Bonnet, de celles de Haeckel aussi, et d'autres personnages. Il distingue aussi les approches monadiques entre elles, mais dit qu'elles partagent toutes, en général, un esprit vitaliste. Et il distingue cet esprit vitaliste des cellules de Schwann en les insérant clairement dans une approche mécaniste et réductionniste. Autrement dit, donc, pour Dubois-Reymond, si les cellules de Schwann se distinguent de la tradition monadique héritée de Leibniz, c'est surtout parce qu'elles ne supposent pas d'autres forces que celles physico-chimiques, là où les monades contiennent des forces internes non réductibles. Pour Dubois-Reymond, toujours, même si Johannes Müller a rapproché donc, la cellule de Schwann du concept de monade, elles n'ont rien en commun, de par leur cadre de réflexion différent. Par conséquent, et c'est toujours dans son discours, si certains ont vu des liens entre monades et cellules, c'est seulement dû à leur puissance imaginative. Et si Otto Friedrich Müller a utilisé la dénomination de monade pour parler d'un certain type d'infusoire, il n'a sûrement pas fait référence à Leibniz, et quand bien même il l'aurait fait, ça serait juste un trait d'esprit, une espèce de fantaisie humoristique. Ces deux derniers exemples donc de Johannes Müller et du discours de Dubois-Reymond, en particulier vraiment le discours de Dubois-Reymond, j'insiste parce qu'il y a vraiment un style très vif qui vraiment veut montrer et distinguer les choses clairement. On voit donc que le concept de cellule comme entité simple se distingue clairement de la monade comme entité simple. Le ton vraiment de Dubois-Reymond montre vraiment cette nécessité d'affirmer la différence. Mais affirmer avec tellement de véhémence cette différence montre aussi en creux le passif conceptuel qui lie les deux concepts et que les physiologistes de sa génération, donc de la nouvelle génération par rapport à la précédente, s'évertuent vraiment à rejeter. Donc, outre des démarches et des buts différents, la difficulté vient aussi de ce que recoupe l'idée d'entité simple. On est passé donc d'une approche intensive et ou compositionnelle à une approche compositionnelle et réductionniste. Et les forces d'émergence propres au simple créateur sont maintenant exhaustivement explicables par des processus inertes. Finalement, on est dans une situation où, alors même que le flou conceptuel de la notion de simplicité a été porteur d'intuitions fructueuses qui a servi le développement de la théorie cellulaire, on réinsère clairement cette nouvelle appréhension de la cellule et de l'entité simple dans une nouvelle lignée de réflexion et on rejette ce passif conceptuel lourd métaphysiquement et spéculativement. Plus clairement, donc, on tend à faire de la cellule une pièce maîtresse d'un programme de recherche atomistique du vivant, là où, dans son contexte d'émergence, on appelait aussi une compréhension organiciste et plus englobante de son objet. Je m'arrête parce que je suis déjà assez longue, mais voilà, l'idée ici c'était de montrer que voilà, il y avait un passif conceptuel assez flou, un passif conceptuel assez lourd dû à un flou autour de la notion de monade, puisqu'elle distinguait, elle avait énormément d'acception, et que l'expression à chaque fois constante d'entité simple désignait des choses bien différentes. Ce flou pourtant a été assez fructueux pour le contexte d'établissement de la théorie cellulaire. Pourtant, ce contexte a vite été mis de côté pour pouvoir réaffirmer une approche strictement empirique à tendance fortement réductionniste.